Bonjour Béatrice Gibelin. Bonjour Pierre Verluise. Dans quel contexte naît et se forme Yves Lacoste? Pourquoi est-il devenu un géographe français important? C'est extrêmement important qu'on revienne sur les lieux de sa prime enfance, si vous voulez. Son père était géologue au Maroc, employé de la Société chérifienne des pétroles, à la recherche des pétroles possiblement au Maroc. C'était un très grand géologue qui avait fait une carte très compliquée d'ailleurs du Rif, qui est une montagne très très complexe. Et il était, je crois, une personnalité très appréciée, très reconnue. Et le père d'Yves Lacoste a toujours été extrêmement respectueux des Marocains, de la culture marocaine, de la civilisation, on va dire, marocaine, berbère. Et il a passé son enfance jusqu'à l'âge de ses 10 ans. Et il est né à Fès, où son père était en poste à ce moment-là, et ensuite il a été à Rabat. Et il a été très marqué par deux choses, je crois. À la fois la conscience d'appartenir à un milieu qui n'était pas le Maroc. Il était français, il se savait français, il ne serait jamais marocain. J'insiste là-dessus parce que ça veut dire que d'entrée de jeu, même très jeune, il a conscience de ces deux nations différentes. Il y a le Maroc d'un côté, où son père travaille, et il y a la France, où il va l'été en vacances, et que lui est français. Et c'est la conscience de l'altérité aussi. De l'altérité aussi, vous avez raison, et du respect de l'altérité. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Puis la deuxième chose qui est, je crois, fondamentale, c'est que, bon, c'est Lyautey, qui est le gouverneur, qui est le résident, et je pense qu'il est extrêmement marqué par, je crois, l'intermédiaire de son père, bien sûr, sur le respect qu'il y a dans cette colonisation intelligente qui permet en fait de moderniser le Maroc tout en respectant ce qu'il était, sa tradition, mieux que ça, en réhabilitant ces responsables qui étaient fortement dévalorisés à ce moment-là. Béatrice Gibelin, quelle est la conception de la géographie d'Yves Lacoste? Comme je viens de le dire, son père est géologue, son père meurt quand lui, il a 10-11 ans, ce qui sera évidemment une très grande tristesse. Et il faut l'entendre encore parler de son père aujourd'hui qu'il a 95 ans. Donc c'est quand même essentiel. Et il va essayer d'être géologue, comme son père. Mais il était pas très bon en mathématiques. Et il a estimé que n'étant pas bon en mathématiques, il n'allait pas pouvoir être un grand géologue. Alors il a été géographe, mais passionné par ce qui le rapprochait de la géologie, qui était la géomorphologie, c'est-à-dire l'étude des formes de relief. Et il a d'ailleurs fait ce qu'on appelait à l'époque le diplôme d'études supérieures, qui est aujourd'hui la première année de master, au Maroc. Et il voulait travailler sur les, très à la mode à l'époque, les surfaces d'érosion. Et au nord du Maroc, il voulait faire un travail daté, en fait, refaire l'histoire géologique d'une zone très compliquée. Donc vous voyez, on reste très très proche quand même du père dans ce choix-là. Et quand il revient au Maroc, il est très jeune, il a à peine 20 ans, pour faire ce diplôme, les anciens collègues de son père, qui se souviennent de lui il y a moins de 10 ans, vont beaucoup l'épauler. Ils vont même lui mettre une voiture à sa disposition avec un chauffeur pour aller sur le terrain, pour vous dire le respect qu'il pouvait y avoir pour le père. En lui disant, bon, ben c'est bien les surfaces d'érosion, mais quand même, si vous pouviez vous intéresser un petit peu au pétrole, nous, ça nous irait beaucoup mieux. Alors du coup, Jean Drèche, qui était son mentor, très grand géographe, et qui lui-même avait dressé la carte du Haut-Atlas, à cheval, à l'époque. Bon, dit à Lacoste, oui, allez-y, répondez à leurs besoins. Donc Lacoste a fait son premier travail avec une optique, j'allais dire, d'utilité. À quoi ça sert? Ce qui est pertinent. Bon, ce qui est tout à fait pertinent. Et il découvre, et quand il le raconte, c'est tout à fait passionnant, il découvre le plaisir d'un raisonnement. Il fait une hypothèse,
Et en grimpant, il va pouvoir avoir la vérification de son hypothèse en trouvant un certain nombre de fossiles. Et donc, il découvre qu'il peut se raconter une histoire, l'histoire des temps longs, l'histoire de la géologie, et qu'en se racontant une histoire avec une certaine logique et rigueur, on peut comprendre la formation d'un certain nombre de paysages. Ce qui pour lui est très important parce qu'il découvre une forme de liberté intellectuelle. Il peut inventer des choses, il peut inventer des raisonnements, mais pas n'importe comment, pas pour faire n'importe quoi, qui s'appuie sur un certain nombre d'éléments, sur l'observation, sur l'importance du terrain. Et puis, ça va donc le conforter dans sa capacité à pouvoir penser seul et imaginer seul. Il y aura un deuxième élément important dans cette année-là, qui est très important, c'est ce qu'il découvre dans la plaine du Rarbe. Peut-être nous y reviendrons. Il découvre que le fleuve Sébou coule sur une levée naturelle. Les fleuves descendent très rapidement de la montagne, pente très forte, arrivent dans la plaine. Le débit, évidemment, se ralentit du fleuve et il dépose tous les sédiments qu'il n'a plus la force de transporter par le flux. Donc à ce moment-là, le fleuve Sébou coule sur une levée naturelle qui, dès qu'il y a un peu de crue, inonde toute la plaine, qui est à ce moment-là pas du tout mise en valeur. Il n'y a pas de digue, il n'y a pas de drainage, c'est une zone assez marécageuse, et ceci l'interroge. Voilà. Et puis voilà, il ne va pas plus loin, il rentre, il fait son diplôme, bien sûr, il l'obtient, et puis il prépare l'agrégation. Et il va être reçu, pas la première fois, mais la deuxième fois, premier à l'agrégation. Et contre toute attente, il choisit comme poste le Maroc. Alors qu'un premier à l'agrégation, ça choisit plutôt un grand lycée parisien ou un grand lycée fameux, mais bon, même si les lycées français au Maroc sont excellents, à l'époque, on n'était pas, un premier d'agrégation n'allait pas là-bas. Et à ce moment-là, il y a des tensions au Maroc, parce que les colons veulent en fait mettre la main sur un certain nombre de domaines de terres qui sont des terres collectives. Lyautey s'y oppose, les tensions sont assez fortes, et Dresch dit à ce moment-là à Lacoste, non, n'allez pas au Maroc, c'est pas très bien, allez plutôt en Algérie, c'est beaucoup plus calme. Et donc, on est en 52, quand il vient d'avoir la grègue, et il prend donc son poste au lycée Bugeaud à Alger. Et là, il va avec sa jeune femme, Camille, et là, il découvre que la situation coloniale de l'Algérie n'a rien à voir avec celle du Maroc. Mais vraiment, il découvre qu'il y a des Blancs, c'est-à-dire des colons, pauvres, assez miséreux. Des indigènes pauvres, il y en a beaucoup, mais ça, il y en avait quand même aussi au Maroc. Mais ce qui le surprend, c'est la différence de société coloniale entre le Maroc et l'Algérie. Vous avez dit un mot important pour un géographe, vous avez dit le mot terrain. Qu'est-ce que ça veut dire le mot terrain pour un géographe? Aller sur le terrain, revenir du terrain, faire du terrain. C'est comme pour l'ethnologue, c'est aussi important. C'est-à-dire aller observer directement, pas seulement en lisant, mais en y allant, en parcourant de long, en large, en montant, en descendant, en interrogeant, en écoutant, du temps aussi. En prenant du temps, en observant des paysages, en essayant de comprendre des paysages. C'est ça, faire du terrain. C'est la nécessité d'être au contact direct avec une situation en essayant après de la comprendre et de pouvoir l'expliquer. Alors poursuivons Béatrice Gibelin. Quand et pourquoi Yves Lacoste a-t-il été le premier géographe à réintégrer le politique dans le champ de la géographie? Parce qu'il est géographe au fond de l'âme. Il est vraiment très fier d'être géographe, ce qui est assez rare, je dois dire. Et il ne se satisfaisait absolument pas de ce qu'il a appelé la géographie des professeurs. Quand il était élève au lycée Lacanal, la géographie l'ennuyait beaucoup. Il était passionné par l'histoire, par la philosophie, mais pas par la géographie. Pas du tout quelqu'un qui s'est amusé dans les cours de géographie. Il s'y est beaucoup ennuyé. Donc, je crois qu'il a été très tôt conscient
que la géographie, c'était utile. Que je vous ai expliqué dans son diplôme comment, en faisant ce terrain, il avait réussi à comprendre. Qu'avec un raisonnement géographique, on pouvait comprendre des choses, des situations, et dans la complexité. Et il a été, je crois, aussi très marqué par le travail de son père, qui faisait un travail sur le terrain, de repérage, de compréhension de cette géomorphologie complexe. Et je crois que ça l'a vraiment, ça a constitué chez lui le désir de bien comprendre comment les choses se passaient. Le deuxième élément qui est important, c'est cette comparaison qu'il a eue entre le Maroc et l'Algérie très tôt. C'est-à-dire l'importance des phénomènes politiques, des contextes politiques dans lesquels un phénomène colonial se passait, entre 1830 et 1870 pour l'Algérie, et puis post-1912, un protectorat qui va être radicalement différent parce que Lyautey a lui-même l'expérience et de Madagascar et de l'Algérie. Et alors, comment s'articulent géographie et géopolitique? Comment est-ce qu'on définit la géopolitique? Alors, au fond, moi, j'ai tendance parfois à dire que si les géographes n'avaient pas mis de côté la politique, peut-être qu'on n'aurait pas fait de géopolitique, mais on aurait justement fait simplement de la géographie, comme on fait de l'histoire. On dit rarement histoire politique. On parle de l'histoire. Voilà. Eh bien, on aurait parlé de la géographie. Alors, il y a quand même des nuances intéressantes à aborder, si vous voulez. C'est que le champ de la géographie est extrêmement large, avec les sciences physiques, les sciences de la nature, et puis les sciences sociales. Bon, je vous dirais l'histoire aussi. Il y a l'histoire du climat, et puis l'histoire des sociétés et l'histoire politique. Donc, c'est le champ de la géographie est très, très vaste. Dans le cas de la géopolitique, c'est quand même l'idée de la tension, du conflit. Jusqu'à la guerre. Et on peut avoir des formes de conflits qui ne soient pas forcément des guerres ouvertes. On peut avoir des conflits dans des sociétés démocratiques et qui vont pouvoir se résoudre tout à fait autrement. La géographie n'est pas que le conflit. Alors que la géopolitique, c'est quand même l'angle d'entrée, c'est les rivalités de pouvoir sur du territoire faisant l'objet de représentations contradictoires. Dernier point, la représentation est fondamentale en géopolitique, elle l'est beaucoup moins en géographie au sens large. Planisphère pour Radio Notre-Dame et RCF. Pierre Verluise. Béatrice Gibelin, vous venez de parler des représentations. Qu'est-ce que vous entendez par représentation géopolitique? C'est un concept fondamental qu'on doit encore à Yves Lacoste. Ce concept, c'est celui-là. C'est se dire que les protagonistes d'un conflit, que ce soit les acteurs principaux, chefs d'État, responsables militaires, ou simplement une opinion publique qui est partie prenante du conflit, qui choisit son camp, par exemple, elle est forgée par un certain nombre de représentations. Ces représentations peuvent reposer sur des faits tout à fait avérés et reconnus, mais elles peuvent aussi ne pas avoir de véritable fondement. Prenons l'Ukraine avec Poutine. Poutine se représente qu'il doit dénazifier l'Ukraine. Et que l'Ukraine n'est pas une nation, en fait, que l'Ukraine, c'est une sorte de petite Russie, on les a longtemps appelés les petits Russes, et qui appartient à ce grand et merveilleux ensemble qui est la Russie. Bon. Et ceci est une représentation. Face à ça, à sa grande surprise, il est tombé sur un peuple, une nation, qui a décidé avec son responsable Zelensky à ce moment-là, j'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin d'armes. Donc il est tombé sur une autre représentation, complètement à l'opposé de la sienne, sur l'existence d'un sentiment national, avec une histoire très compliquée. L'histoire de l'Ukraine est une histoire très compliquée. Mais néanmoins, en 2022, très clairement, on a une réaction nationale face à ça. Donc les représentations sont essentielles, parce qu'elles mobilisent très fortement une opinion publique qui va s'engager. C'est du carburant. C'est du carburant. C'est complètement du carburant et qui se renouvelle pendant un temps. Parfois, il arrive que si la guerre dure trop longtemps, qu'elle est trop douloureuse, on puisse baisser les armes.
mais c'est rare. Alors, ce concept auquel Yves Lacoste a beaucoup contribué nous ramène à la question: comment est-ce que l'itinéraire personnel d'Yves Lacoste a joué un rôle dans son apport scientifique? Alors, son itinéraire personnel, je vous l'ai dit, hein, c'est né au Maroc, le contexte colonial. C'est pour ça qu'il n'aura pas un discours anti-colonisation systématique. Il est pour l'indépendance des pays colonisés, sans la moindre doute, c'est évident. Mais il ne voit pas la colonisation à cause du Maroc comme un processus exclusivement négatif. Voilà. Donc, je pense que cette expérience originelle, si vous voulez, confirmée quand il fait son premier terrain au Maroc, confirmée par son premier poste de professeur de géographie et d'histoire à Alger, où là, il se confronte. Ses élèves sont quoi? Sont les enfants des colons aisés, qui sont au lycée français. Et avec lequel il va avoir des désaccords. Parce qu'il sent bien on est tout à la veille des événements de la guerre d'Algérie. Novembre 54, il est encore en Algérie. Il est en Algérie à ses premiers moments. Et on a donc des tensions entre ce jeune professeur, ce jeune agrégé, et des jeunes élèves colons qui se sentent en position de domination et à avoir tous les droits. Donc je crois que cette situation contribue, je pense, dans son itinéraire, à lui faire vraiment prendre en compte l'importance du politique dans ses raisonnements. Et la comparaison Maroc Algérie, dans la colonisation, lui fait voir l'importance des acteurs. Comment Lyautey a mené la colonisation du Maroc, avec aussi des contradictions. Il n'est pas question de dire que tout était sans la moindre contradiction, ce serait stupide. Mais par rapport à ce qui s'est passé sur l'Algérie, pour lui, cette comparaison va être très formatrice sur l'utilité de tenir compte des contextes politiques dans lesquels se déroule un phénomène qu'on appelle la colonisation, mais qui peut être si différent. Alors, vous avez mentionné plusieurs fois le mot politique. Quelles étaient les relations d'Yves Lacoste avec le monde politique? Alors, quand il était étudiant, très jeune, le groupe d'étudiants, j'allais dire, compétents, c'était les jeunes étudiants communistes. On sortait de la guerre. Il y en avait certains qui avaient été résistants pour les plus âgés d'entre eux. Ils étaient organisés. Ils faisaient un groupe d'agrégation et on entraînait les plus jeunes et ils ont, j'allais dire, embarqué Lacoste dans ce groupe-là. Et il a donc été membre du Parti communiste, il a été même responsable, je crois, de la section de la Sorbonne, en faisant trop vouloir. Et puis, il s'en est éloigné, avant même Budapest, sans drame ni douleur, parce qu'il n'était pas investi plus que ça dans l'attachement au parti, comme on l'a vu pour quelqu'un comme Kreigel, par exemple, ou comme d'autres de ses camarades qui ont eu beaucoup de mal à abandonner le parti, pas lui. Donc, c'est un homme de gauche, incontestablement, qui s'était éloigné du Parti communiste. Il n'a plus jamais été encarté dans aucun parti. Il était investi dans le combat de l'indépendance de l'Algérie, prudemment et sans doute modestement, mais il a joué un rôle autant qu'il pouvait. Il n'est jamais très bavard là-dessus, mais je sais qu'il s'y était engagé. Et puis, il s'est tenu... il admirait De Gaulle, c'est incontestable, parce que De Gaulle incarnait la France. Lacoste est très attaché à la nation France. C'est phénomène national est très important pour lui. Et c'est pour ça qu'il respectait les indépendances nationales des pays colonisés, d'ailleurs, pour la même raison. Et puis, quand la gauche arrive au pouvoir en 81, évidemment, c'est plus sa sensibilité et il va, à ce moment-là, mais être parfois
j'allais dire, demander en conseil, que ce soit sur certains pays d'Afrique, soit sur, si vous voulez, il a la notoriété acquise avec son analyse du bombardement des digues du Vietnam. Donc ça donne de lui un personnage important. Mais ça a toujours été de façon un peu marginale, au coup par coup. Si on lui demandait, ben, il y allait, il disait ce qu'il avait à dire, et c'est Sans tout. rien attendre derrière. Sans rien attendre derrière, jamais. Est-ce que vous pourriez dire qu'Yves Lacoste a fondé une école française de géopolitique? Ah oui. Ah oui, ça, oui, assurément. Et on l'a fait, enfin là, comme je travaillais beaucoup avec lui, oui, on l'a fait consciemment. C'est-à-dire, on a eu l'aide, assurément, d'une ancienne présidente de l'Université Paris 8, Madame de Michel, professeure de droit, qui a été directrice de l'enseignement supérieur. Et qui a joué un rôle important en disant, mais Yves, il faut faire de la formation, il ne faut pas seulement faire la revue, il faut faire de la formation, il faut créer un DEA. C'est à son initiative que Lacoste a créé le DEA de géopolitique et puis le Centre de recherche et d'analyse géopolitique, ce qui sera l'ancêtre, on va dire, d'IFG Lab aujourd'hui et de l'Institut français de géopolitique que j'ai créé plus tard, et avec la volonté de former. La caractéristique, si vous voulez, je pense, de ce que nous, et là j'ose dire nous avons fait, c'est véritablement de former au raisonnement géopolitique non seulement des géographes, mais des historiens, des politologues, des juristes. C'est ça la richesse aujourd'hui de l'Institut, c'est-à-dire qu'on amène au raisonnement géopolitique, donc en partie au raisonnement géographique, des étudiants qui viennent vraiment d'horizons assez différents. École de commerce, par exemple, aussi. Et l'essentiel est recruté au niveau master. Oui, exclusivement. Aujourd'hui, par la plateforme monmaster.quelque chose. Oui, voilà. Et je pense qu'ils ont assez bien réussi à s'adapter à ça, parce que c'est pas très facile, parce qu'il y a quand même maintenant entre 800 et 1000 demandes pour 80 places, quoi. Donc, alors évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que les étudiants, c'est très facile de s'inscrire à énormément de masters avec un système de clics. Avant, il fallait faire un dossier, le remplir, le poster. Bon, ça limitait déjà le nombre de candidatures. Aujourd'hui, c'est très facile, il y en a beaucoup. Bon, Sciences Po arrive toujours en tête, parce que la notoriété de Sciences Po, ça marque, c'est une marque. Bon, et la marque marche bien. Donc, un certain nombre de gens qui sont recrutés à l'Institut finiront par choisir plutôt Sciences Po dans leur premier choix. Mais néanmoins, ils assurent aujourd'hui sans difficulté, j'allais dire, le nombre de places qu'ils ont est rempli avec de très très bons candidats, c'est vrai. Béatrice Gibelin, que pourriez-vous nous conseiller pour encore mieux connaître Yves Lacoste? L'ouvrage qu'il a fait, qui est le dernier aux éditions L'Équateur, qui sont les aventures d'un géographe audacieux. Et puis, je dirais Ibn Khaldoun. Le livre qu'il a écrit, qui a été publié en 1967, qui est extrêmement... essentiel pour sa pensée, si vous voulez. Je pense que ce grand historien maghrébin du XIVe, XVe siècle, qui lui a permis de comprendre que le blocage des sociétés du Maghreb ne résultait pas de la seule colonisation, mais était bien antérieur. Et je pense qu'il a été essentiel dans sa formation pour s'intéresser aux rouages politiques, pour comprendre comment une société pouvait évoluer. Donc, on est censé passer du tiers-monde. Ibn Khaldoun, publié chez Maspero. Je signale aussi sur DeepLab un entretien pour entendre la voix d'Yves Lacoste qui a été réalisé en 2018 par des étudiants qui étaient à l'IFG et dont le titre est « Qu'est-ce que la géopolitique ?» Merci Béatrice Gibelin. Un grand merci également à notre réalisateur Guillaume Nougaret. Planisphère recevait Béatrice Gibelin, géographe, professeure honoraire à l'Université Paris 8, fondatrice de l'Institut français de géopolitique, directrice de la revue Hérodote, revue de géographie et de géopolitique. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Planisphère.